Vous avez certainement entendu aujourd'hui, puisqu'il a été beaucoup sollicité et qui, je l'espère, n'est pas, voilà, reste en parfaite forme. Et je vois qu'il est, je vois qu'il est parfaitement au point. Est ingénieur agronome, docteur ès sciences, diplômé de philosophie, professeur au Muséum national d'histoire naturelle, à l'Agrotech ParisTech, à l'École normale supérieure et à Sciences Po. Et je le remercie d'avoir trouvé le temps de venir avec nous partager son savoir. C'est dans ces spécialités, et là nous sommes potentiellement dans le cœur de ces spécialités, sont l'évolution, la génétique, l'écologie et la biodiversité. Sa dernière publication, dont j'espère nous aurons l'occasion de discuter, puisque je crois qu'elle interagit bien avec l'idée du gène égoïste d'une manière ou d'une autre, du moins l'idée de l'évolution, c'est Le fil de la vie, la face immatérielle du vivant, qu'il a coécrit avec deux autres auteurs et qui vient de sortir. Gérard Klein, on ne présente plus aux amateurs de science-fiction, mais il n'y a pas que des amateurs de science-fiction, donc je vais le présenter. Écrivain de plusieurs romans dont certains sont présentés ici, directeur de collection de la prestigieuse collection Ailleurs et Demain, et auteur de nombreuses réflexions sur la science-fiction, mais aussi sur ce que la science-fiction peut avoir à dire, notamment de la société. Et nous aurons peut-être l'occasion de parler directement ou indirectement de son essai Trames et moirées qui concerne les subjectivités collectives, qui me semble pouvoir dialoguer avec la question de la mémétique, dont Dawkins est également l'inspirateur, et du concept dont Dawkins est l'inspirateur, et qui peut avoir des interactions intéressantes avec la question du gène égoïste. Sylvain Chambon, qui est un grand lecteur de science-fiction, nous indique-t-il lui-même lorsqu'il se présente, et notamment la collection Ailleurs et Demain, est un ingénieur, et il réfléchit sur l'interface entre sciences de l'information et sciences du vivant, génomique, biologie des systèmes. Il a notamment, et il était déjà là pour cette question auparavant, il a écrit une nouvelle qui s'appelle Cul-de-sac dans l'anthologie 42, nouvelle dont nous aurons peut-être l'occasion de parler aujourd'hui. Enfin, François Rouillet, pharmacien suisse, mais aussi et peut-être surtout dans les choses qui nous intéressent ici, un collaborateur très actif de la Maison d'Ailleurs, un musée qui se trouve à Yverdon et qui est une mine de renseignements, d'informations sur la science-fiction, qui a travaillé sur la question du rapport entre les drogues et la science-fiction c'est un recueil qui s'appelle Stupéfiction, un essai qui s'appelle Stupéfiction. Et il vient, et c'est notamment une des choses qui va nous intéresser aujourd'hui, il vient de publier un roman impressionnant, Métakine, qui explore la question de l'influence des drogues sur le comportement, et notamment le comportement des grandes sociétés qui les commercialisent. Mais ça, nous aurons peut-être l'occasion d'en discuter. Et il y a dans les quelques images qui, normalement, devraient continuer à défiler en boucle si tout se passait bien, il y a notamment des images qui sont tirées en fait, directement de l'exposition que vous avez peut-être déjà eu l'occasion de voir, exposition associée à son roman, qui se trouve dans les locaux, dans les lieux mêmes du festival. Alors, après cette présentation, quelques mots sur l'idée de gène égoïste. Alors, cette expression a été forgée en 1976 par Richard Dawkins. Et il a assumé, même si ça a causé ensuite des problèmes dont nous aurons peut-être l'occasion de parler, mais il a parfaitement assumé le fait qu'il s'agissait d'un langage métaphorique, et en même temps, il a imposé, il a participé de l'imposition d'un sens particulier. Donc le terme d'égoïsme, il ne faut pas forcément l'entendre de façon du tout, émotionnelle, comportementale. Au départ, il s'agit de défendre l'idée que les mécanismes de sélection, de la sélection naturelle darwinienne sont plus faciles à décrire au niveau du gène qu'au niveau des organismes et des populations.
Et donc, son approche comportementale inverse la perspective entre gènes et organismes qui deviennent les vecteurs des gènes. Et il utilise l'expression, une autre expression qui pourra nous inspirer, l'expression de machine à survie pour parler des porteurs des gènes. L'idée étant que nous-mêmes, en tant que vecteurs des gènes, nous sommes organisés de façon à maximiser les chances de survie et de propagation des gènes. Donc il faut bien avoir conscience que le terme égoïste ne renvoie pas à une conscience des gènes au départ, hein, même si justement les écrivains, notamment de science-fiction, s'en ont emparés. Il s'agit d'écrire un comportement qui est dit égoïste lorsqu'il maximise les chances de survie et altruiste quand il y a diminution de ces chances de survie au profit d'une autre structure. Et par ailleurs, je précise cela pour que le débat puisse commencer sur des bases saines, et puis je parle sous le contrôle de tous les spécialistes ici, ils me corrigeront. Il ne s'agit pas de faire des gènes des acteurs directs de nos comportements. Dawkins dit que les gènes contrôlent le comportement de leur machine à survie, donc nous, non pas directement avec leurs doigts sur les ficelles des marionnettes, mais indirectement comme le programmateur d'ordinateur. Vous voyez que c'est une réflexion riche en métaphores, et parmi ces métaphores, ces métaphores, comme toute métaphore, peuvent trouver leurs limites. Alors pour autant, la leçon d'humilité qu'impose la description que fait Dawkins, donc de nous-mêmes comme des machines à survie, ça nous rappelle que nous pouvons bien n'être que des êtres passifs. Nous nous pensons agents, mais en fait nous sommes agis en quelque sorte, et traversés par des influences, et ce que nous pensons être notre conscience ne serait en quelque sorte que potentiellement que l'expression indirecte finalement d'une forme de programmation. Alors, au-delà de la simple question des gènes, je proposerais d'ouvrir la réflexion d'une manière générale à tout ce qui peut, d'une manière ou d'une autre, agir, nous transformer en pure machine, en mécanisme, plutôt qu'en organisme biologique conscient. Et la question des mèmes que j'ai déjà évoqué tout à l'heure et dont parle Dawkins, nous force notamment à envisager l'idée que nos opinions, nos croyances nous traversent et nous font agir également, et d'une certaine manière que nous soyons traversés par l'information plutôt que nous ne la produisions de façon absolument autonome. Et donc, nous pourrons aujourd'hui et dans le temps qui nous reste, nous demander, avec la science-fiction bien sûr, si nous ne sommes pas de drôles de machines qui suivent tant bien que mal plusieurs programmes concurrents, qui sont issus de nos gènes, de notre chimie interne et de notre conditionnement social notamment. Et alors, je vais me tourner vers les participants, et je n'ai pas de ce point de vue-là d'ordre prérequis, donc vous pouvez saisir les micros comme vous le souhaitez, pour vous demander dans un premier temps ce qu'implique selon vous le fait d'envisager le corps humain, et donc l'être humain, comme justement une machine biologique, et jusqu'où peut-on aller dans ce qui finalement est une forme d'analogie métaphorique. Alors peut-être que Pierre-Henri Gouillon voudrait commencer, mais... Oui, bon, je vais bien commencer. L'idée de gène égoïste, et d'ailleurs le mot égoïste vient pas de rien. Il est clair que dans les années 70, on a commencé à regarder le monde vivant en regardant des génomes. On commençait à pouvoir accéder au génome. Et on s'est rendu compte, évidemment, que, par exemple, on a retrouvé dans notre génome la trace dans tous les génomes de tous les êtres vivants, d'ailleurs, la trace de leurs ancêtres. C'est-à-dire que nous partageons plein de gènes en commun avec les requins. Et aussi avec les carpes, un peu plus avec les carpes qu'avec les requins. Et d'ailleurs, c'est une des surprises qu'on a eues à l'époque, c'est que quand on regarde les gènes, la carpe ressemble plus à nous qu'au requin, parce qu'elle est séparée depuis moins longtemps de nous que des requins. Bon, c'est une histoire un peu compliquée, je ne vais peut-être pas le développer maintenant, mais en tout cas, l'histoire nos génomes nous retrace notre histoire évolutive. Et en regardant les choses comme ça, je pense que les biologistes ont acquis cette sensation du fait que, à travers ces millions d'années qui ont passé, les êtres vivants sont tous morts. Ce qui est resté d'eux, c'est uniquement leur information génétique. Et du coup, eh bien, progressivement, on s'est mis à ne plus voir l'évolution comme l'évolution des êtres vivants les uns derrière les autres, mais l'évolution de l'information génétique qui les traverse et qui continue à exister à travers leur mort du fait de leur reproduction. Ça, c'est un point général, je pense, qui a vraiment contribué à transformer notre vision du vivant, à nous, généticiens de l'évolution. Mais il y a eu un épisode très particulier
qui est qu'on s'est mis à appliquer ces questions aux questions de comportement des animaux. Et là, il s'est posé le problème de l'altruisme. Certains comportements sont appelés altruistes, et ce qu'on appelle altruiste, comme vous l'avez dit, c'est le cas où l'individu a un comportement qui défavorise la transmission de ses propres gènes en donnant un bénéfice à un autre individu qui lui, va mieux se reproduire. Alors l'exemple le plus extrême, il avait déjà été noté par Darwin, c'est l'exemple des fourmis ou des abeilles. Dans ces espèces-là, il y a une reine qui produit des descendants. La plupart des filles qui sont produites sont stériles et elles vont passer leur vie à s'occuper de leurs sœurs. C'est-à-dire qu'une abeille, une fourmi, ça passe sa vie à aller chercher de la nourriture et à la rapporter pour nourrir ses sœurs. Et elle-même ne se reproduira pas. Donc comment l'évolution a-t-elle pu fabriquer des individus qui ne se reproduisent pas? Par sélection, ça apparaît a priori impossible. Darwin lui-même d'ailleurs dit, quand j'ai compris ça, je me suis rendu compte que peut-être c'était une difficulté insurmontable pour ma théorie. Et alors Darwin prend une analogie intéressante déjà là-dessus. Il dit, mais enfin ceci dit, on peut quand même sélectionner des organismes sans qu'ils puissent se reproduire en sélectionnant ceux qui sont apparentés. Par exemple, on peut sélectionner, ça c'est ce que Darwin dit, des légumes qui sont bons quand ils sont bouillis. Or évidemment, une fois qu'un légume est bouilli, vous ne pouvez plus faire des descendants avec. Mais vous pouvez prendre les autres individus de la même lignée, et puis il y a des chances que si jamais ils sont de la même lignée, ils y ressemblent. Et en réalité, c'est un dénommé Hamilton qui a résolu le problème du point de vue génétique. Il a montré, et c'est ça qui a vraiment donné de la force à cette théorie, c'est qu'il a montré que chez des êtres comme vous et moi, nous partageons la moitié de nos gènes avec nos descendants. L'autre moitié vient de l'autre parent. Mais chez les fourmis et chez les abeilles, etc., chez une classe d'insectes qu'on appelle les hyménoptères, il y a un système génétique particulier qui fait que les mères ont la moitié de leurs gènes en commun avec leurs filles, mais les sœurs entre elles ont 3/4 de gènes en commun. Ce qui fait qu'en réalité, donc, j'ai plus de gènes en commun avec ma sœur qu'avec ma fille, si je suis une femelle. Le résultat, c'est que si jamais la sélection favorise bien la maximisation de la reproduction des gènes, il devient plus rentable du point de vue des gènes que ces individus s'occupent de leurs sœurs plutôt qu'elles s'occupent de leurs filles. D'accord? Et or, justement, c'est chez les hyménoptères qu'on trouve des tas de situations dans lesquelles les individus s'occupent de leurs sœurs et pas de leurs filles. Donc ça a vraiment convaincu la communauté scientifique de la véracité de cette hypothèse. Et donc l'idée de Dawkins, c'est de dire, vous voyez, quand vous voyez une abeille qui passe sa vie à s'occuper de sa sœur, ça a l'air gentil, c'est terriblement altruiste, mais en réalité, derrière cet altruisme, il y a l'égoïsme forcené des gènes qui induisent ce comportement d'aide envers les sœurs, parce que c'est comme ça qu'ils se reproduiront le mieux. Et donc c'est uniquement la maximisation de la reproduction des gènes qui permet de comprendre la façon dont les comportements se sont mis en place. Voilà, donc ça c'est vraiment l'idée de gène égoïste. Et évidemment, le gène, c'est une information. Alors, Dawkins parle nous traite de véhicules. Il dit qu'on est des véhicules transportant nos gènes vers la génération suivante. Dawkins, dans un premier temps, dans son livre Le gène égoïste, ne traite les gènes comme des morceaux d'ADN. Je pense qu'il est revenu là-dessus après. Je pense que c'était pas malin. Il aurait mieux fait de les traiter directement de contenu informationnel porté par de l'ADN, mais ça, c'est le stade d'après. Mais en tout cas, effectivement, alors les mêmes, en revanche, il les définit bien. Donc les mêmes, il les définit par analogie aux gènes comme des contenus informationnels, là, pour le coup, qui se mettent dans notre mémoire et que nous répétons. Si nous le répétons beaucoup, le même va se répandre. Si nous le répétons peu, le même va disparaître. Donc c'est de la sélection naturelle, non plus sur les gènes, mais sur les mêmes. Ce qui est drôle, c'est que le mot « même » maintenant est devenu un mot très courant dans la blogosphère. Mais je pense que très peu de gens savent que le même, ça vient de Dawkins et du livre « Le gène égoïste » dans lequel ils sont décrits. Mais effectivement, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'un gène, moi je pense que l'idée de programme, elle n'est pas bonne. Parce qu'un programme, c'est un truc beaucoup trop défini. Je préfère une métaphore de type recette de cuisine ou partition musicale. Une recette de cuisine, vous voyez, d'abord, premièrement, un gène, ça fait rien. C'est écrit sur un bout d'ADN. L'ADN, c'est une molécule qui ne bouge pas, qui fait rien, qui ne fout rien de sa vie. C'est une molécule totalement amorphe. De même qu'un livre de cuisine, ça fait rien. Ça vous est jamais venu à l'idée de dire qu'une recette de cuisine avait fabriqué une tarte aux pommes. Eh bien, un gène, ça ne fabrique pas une protéine non plus. Il faut tout un système pour lire le gène et pour faire quelque chose. Et il faut un cuisinier pour lire la recette et pour faire une tarte aux pommes. Et le tout se passe dans un environnement donné. Il est clair qu'une tarte aux pommes, elle va dépendre de la recette, du cuisinier et de l'environnement, les pommes, le beurre, la farine, le four, etc. Et ben, quand nous-mêmes, nous sommes le produit de la lecture de nos gènes, mais la lecture de nos gènes, elle est réalisée par nos cellules, notre corps. Et donc tout notre corps va influencer la façon dont nos gènes sont lus. Et l'environnement aussi va influencer le résultat. Donc, nous ne sommes pas entièrement déterminés par nos gènes.
mais nos gènes donnent comme une recette, comme une partition, le programme de départ, mais après, il va y avoir des tas de choses qui vont venir modifier la façon dont ces instructions sont lues. Voilà. Oui, finalement, la logique de la programmation génétique, donc la métaphore n'est pas forcément adéquate, finalement rencontre tout un ensemble de faisceaux d'interaction. Et de ce point de vue-là, finalement, la question de l'épigénétique intervient aussi. Enfin, on en parlait avec Gérard Klein, je ne sais pas si vous voulez en dire un mot ou, voilà. Oui, je voudrais d'abord rappeler que je n'ai pas publié que de la science-fiction, mais que j'ai dirigé aussi une collection de sciences, La Fontaine des sciences chez Robert Laffont, où j'ai publié Richard Dawkins il y a environ un quart de siècle. Alors avec le recul, ce qui me gêne un peu, et je rejoins entièrement mon ami Gouillon là-dessus, c'est que la pensée de Dawkins me paraît un peu mécaniste. C'est-à-dire je ne l'écarte pas du tout quant au fond, hein, mais on a l'impression que le gène produit des protéines et puis tout ça constitue un être vivant et point final. Alors que nous en avons effectivement un peu parlé, on y reviendra certainement, au moins depuis ces 25 ou 30 ans où Dawkins, on a publié le livre de Dawkins, on a fait d'énormes découvertes. D'abord en ce qui concerne l'épigénétique, et je suis persuadé qu'on développera un peu le sujet. Et puis ensuite, en ce qui concerne ceux dont nous sommes les véhicules, mais nos passagers, c'est-à-dire le biome, l'ensemble très important, disons de microbes pour faire simple, et de virus que nous transportons et qui ont pour notre santé, et parfois aussi pour nos maladies, pour nos pathologies, une très grande importance. Donc ça veut dire que les interactions génétiques ne sont pas toute la chose. Enfin, il y a un immense jeu d'interactions épigénétiques au niveau du biome et aussi au niveau entre les individus. Par individu, j'entends aussi bien ceux de différentes espèces que les humains. Donc, je crois qu'il faut aller au-delà du point de vue un peu trop mécaniste de Richard Dawkins. Alors, si nous restons quand même sur la question de la machine biologique à ce stade, qu'en pensez-vous? Que voulez-vous? Oui, mais... une pensée qui me venait tantôt. Je dois préciser pour mes collègues et le public aussi qu'en tant que bioéthicien, je suis plus un poseur de questions qu'un formuleur de réponses. Donc, ce qui fait que des fois, je peux être très casse-pied parce que je pose des questions aux gens et je ne leur donne pas la réponse. Il faut qu'ils la trouvent eux-mêmes. Mes étudiants m'adoraient pour cette raison, d'ailleurs. C'est de l'ironie. Il y a j'écoutais les exposés de mes collègues et cette idée-là m'a frappé. Dans la vision de Dawkins, que je n'ai pas lue, je dois l'avouer, il y a quand même cette idée d'organismes qui sont porteurs de gènes et qui sont soumis à la sélection naturelle. Et les organismes qui sont dotés des meilleurs gènes vont survivre, transmettre leurs gènes à leur descendance, tandis que les autres vont être éliminés. Or, chez l'être humain, il y a une particularité, c'est qu'on est, à ma connaissance, la seule espèce animale qui s'est justement affranchie de la sélection naturelle. Parce qu'on sait créer un environnement artificiel qui nous met à l'abri des soubresauts de la nature. On s'est entouré de machines dont on dépend, justement, ça rejoint le thème du Congrès. Mais en même temps, ça nous a affranchis de cette sélection naturelle-là. Elle n'a plus pris sur nous, avec de nombreuses conséquences, entre autres celles que des gènes délétères qui nous auraient éliminés dans le passé sont préservés aujourd'hui. Je pense aux femmes qui ont le bassin trop étroit pour accoucher naturellement, qui avant mouraient en couche. Eh bien, aujourd'hui, ce trait génétique se perpétue dans nos sociétés à tel point qu'il faut recourir de plus en plus aux césariennes. Donc, c'est un exemple parmi d'autres. Alors, j'en viens à ma question, c'est considérant ce contexte-là, toute cette vision de gène égoïste, de l'être humain comme un véhicule pour transmettre les gènes, est-ce qu'elle ne serait pas caduque? Et est-ce qu'on ne devrait pas la jeter aux poubelles? Hein? Donc, je pose la question et je n'apporte pas la réponse. Alors, Pierre-Henri Gouillon avait l'air de vouloir répondre, mais est-ce que l'un d'entre vous veut réagir voilà. Alors, Sylvain Chambon. J'ai pas de réponse à la question de Philippe Aubert, qui était très, très bonne. Je pense que en tant qu'amateur de science-fiction, ce qui m'intéresse dans cette histoire-là, c'est qu'il y a un espèce de vertige qui est de considérer que le même mécanisme peut s'appliquer à toute une série de niveaux. Que ça soit au niveau de l'organisme, Darwin avait décrit la sélection naturelle par analogie d'ailleurs à la sélection artificielle. Hein. On parlait des femmes qui ont le bassin étroit, mais aujourd'hui une vache
sélectionnée pour la peine de manière complètement artificielle est absolument incapable de mettre bas toute seule. La plupart des vaches ne peuvent pas mettre bas sans l'intervention d'un vétérinaire. Donc on est complètement dans cette chose-là. On a aussi, comme le disait très bien Gérard Klein, la notion de microbiome et d'écologie qu'il y a autour de tout cela. C'est-à-dire qu'un organisme n'existe pas tout seul, il existe avec ses contemporains, avec les autres organismes de l'écosystème dans lequel il est, mais même à l'intérieur de lui-même, il est lui-même un écosystème dans lequel il y a toute une série d'interactions entre ses propres cellules et les cellules de ses commensaux, de ses symbiotes et ainsi de suite. À l'intérieur de chaque cellule, il y a son propre génome, mais aussi le génome de ses mitochondries, qui sont à l'origine des bactéries qui ont été englobées dans les cellules à noyau, les eucaryotes, qui forment notre lignée, qui ont leur propre génome et qui interagit avec le génome qu'on a dans notre noyau. Et même à l'intérieur du noyau du génome moléculaire, du génome nucléaire, on a aussi des gènes qui vont être en concurrence les uns avec les autres, et on a des gènes qui sont non codants, qui vont se transposer, on appelle ça des éléments transposables, des transposons, qui vont eux-mêmes avoir leur propre sélection naturelle. Il y a des espèces de plantes, des fleurs des champs, dont la majorité du génome en fait sont juste des éléments qui ont été sélectionnés par leur capacité à se copier ailleurs dans le même génome, et qui ne font strictement rien, qui pour la peine ne codent même pas pour une protéine, mais qui réussissent particulièrement bien d'un point de vue écologique, parce qu'elles sont capables de se déplacer simplement, de se copier, et donc on a des éléments qui sont copiés un petit peu partout. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que toutes ces questions, on est obligé de les traiter à tous ces niveaux en même temps. Et en tant qu'amateur de science-fiction, il y a une espèce de vertige, de frisson qui est particulièrement intéressant. Finalement, dans ce que vous dites, il y a finalement aussi l'image. Je retiens l'image de ces vaches qui ont été sélectionnées artificiellement et dont finalement, je dis ça à gros traits bien sûr, hein, dont on peut postuler que finalement leur génome, par cette sélection artificielle, devient d'une certaine façon un instrument, une extension de notre propre génome. C'est-à-dire que leur génome sert à alimenter la survie de notre génome, en quelque sorte. Absolument. Et si j'étends cette perspective-là et que je l'inverse dans une perspective de science-fiction, la question qui se pose avec cette idée que nous serions vecteurs de quelque chose et agis plutôt qu'agents, c'est dans quelle mesure ne sommes-nous pas les vaches de quelqu'un, de quelque chose? Dans quelle mesure, nous croyant les rois du monde, ne sommes-nous pas traversés par des influences? Je crois que l'image de la vache laitière me semble intéressante ici. Alors, François Royer voulait réagir. François Royer. Moi, je crois que le problème dont nous débattons pourrait se résumer à une des toutes premières diapositives qui passent dans la série. Là, on voit un cerveau qui n'est fait que de rouages. Alors, admettons que c'est très parlant pour une vision mécaniste de la science et du monde en général. C'est que vous pouvez vous arrêter sur n'importe quel de ces rouages et dire c'est ce rouage qui fait tourner toute la machine. Alors vous pouvez vous arrêter sur la volonté humaine, hein, dire c'est nous qui faisons tourner toute la machine cérébrale et toute la machine corporelle, mais vous pouvez vous arrêter sur le rouage des hormones et dire que ce sont les hormones qui décident de nos comportements, ou de tel ou tel neurotransmetteur, si on parle de neurosciences, et dire c'est ça qui fait parler, qui est la cause. Et finalement, nous sommes dans un système mécaniste, il y a toujours un rouage qui en entraîne un autre. Alors, si tous ces rouages sont considérés comme équivalents, eh bien, un gène peut aussi avoir autant d'importance dans le fonctionnement de la machine que la volonté ou autre. Alors, dans le roman que j'ai écrit, je parle du gène de Dawkins. Et j'en parle par analogie. Un petit mot sur le contexte. J'ai imaginé un médicament qui, en résumé, aurait une action très positive, socialement parlant, politiquement parlant, sur le comportement humain. Appliqué d'abord à des enfants qui souffrent de troubles du comportement, il fait miracle. Là-dessus, les enseignants, les parents, tout ça trouvent que c'est extraordinaire et tout le monde va prendre ce médicament.
Et l'industrie qui commercialise ce médicament va se rendre compte qu'il a tellement de succès que ça lui échappe. Et il vient à la pensée des héros du livre, à un moment donné, c'est plus nous qui décidons du sort de l'humanité et du comportement des gens et des goûts en matière de santé ou en matière de choix de société, c'est le médicament qui décide. Comme Dawkins, par analogie, avait dit ça pourrait être un gène qui décide de l'évolution. Et on peut s'arrêter comme ça sur toutes sortes d'éléments de la société, toutes sortes d'éléments dans le domaine des neurosciences, par exemple, pour expliquer une totalité par un petit rouage qui fait tourner la machine. Alors, là, sur cette vision des choses, on peut être d'accord et être purement mécaniste, ou alors on peut se poser des questions s'il n'y a pas des systèmes d'organisation à d'autres niveaux qui décident du fonctionnement de la machine. Pierre Aiguillon. Bon, je vais me faire l'avocat du diable, je vais défendre Dawkins. Bien que je ne sois pas entièrement d'accord avec lui, mais je voudrais quand même pas qu'on le simplifie trop et que du coup après on puisse le transformer en moulin à vent et faire Don Quichotte. Il y a quand même... je voudrais d'abord dire qu'effectivement, bien sûr, il y a de l'épigénétique, c'est-à-dire c'est ce que je vous ai parlé quand je vous ai parlé de la recette de cuisine. Hein, tout le système qui lit le génome, c'est ça qui fait l'épigénétique et qui contient une certaine quantité d'informations dont une partie est transmissible à la génération suivante. On ne sait pas encore bien. À l'échelle cellulaire, il y a une très bonne hérédité de l'épigénétique. À l'échelle des organismes, c'est déjà moins vrai. Et à l'échelle de beaucoup de générations, pour le moment, on n'a aucune preuve que ça puisse se transmettre longtemps. Donc, pourquoi est-ce que l'épigénétique fait tellement de bruit? D'abord parce que eh bien, ça change un petit peu. Tout le monde a commencé à en avoir marre de l'ADN purement et simplement. Et du coup, on arrive avec autre chose. Ça fait un peu d'air. Et puis, il y a un autre aspect qui est politique. Il faut bien dire, c'est un de mes dadas, hein, que l'un des problèmes qu'on a dans ces domaines, c'est que les gènes, c'est de droite et l'environnement, c'est de gauche, pour simplifier. Hein. C'est-à-dire que si jamais vous discutez d'un comportement humain et que vous discutez avec quelqu'un et qui vous dit les comportements humains sont entièrement façonnés par la société, il n'y a rien de biologique là-dedans, en gros, ça sera quelqu'un de gauche. Hein, si quelqu'un vous dit c'est vachement déterminé par les gènes, ça sera quelqu'un de droite. Alors on est pour la plupart des gens de gauche et du coup, c'est un peu embêtant parce qu'on n'aime pas les gènes. Voilà. Ça vient de plein de choses. D'abord d'une mauvaise compréhension de la génétique, parce que beaucoup de gens pensent que si jamais un gène agit sur un caractère, alors ça y est, c'est foutu, on ne peut plus rien faire. Évidemment, si vous pensez ça, alors c'est une catastrophe sur le plan social. Ça veut dire que changer la société ne changera rien, puisque tout le monde est totalement déterminé par ses gènes. Donc on ne peut pas être de gauche et accepter les gènes comme ça. Maintenant, si les gens de gauche apprenaient un peu la génétique et savaient à quel point l'environnement peut modifier l'expression des gènes, ben, ils se décomplexeraient vis-à-vis des gènes et ça irait mieux. Mais n'empêche qu'effectivement, pour le moment, vous comprenez, il y a quelque chose de philosophiquement désagréable dans le fait d'être dessaisi de son libre arbitre et d'avoir des gènes qui vont décider pour nous de ce qu'on fait, je comprends bien. Hein. Et donc, évidemment, l'épigénétique, ça donne de l'air, ça y est, c'est enfin moi qui décide non seulement de ce que je suis, mais de ce que sera mon enfant, je suis très content avec ça. Moi, je suis toujours très embêté quand c'est des options idéologiques qui déterminent des choix scientifiques. Et ça a été vrai pour la génétique, et ça a quand même conduit au nazisme, ça a quand même des effets majeurs, hein, ce genre de choix politiques et scientifiques. Ça a conduit d'ailleurs, sachez-le, dans le bloc Est, côté URSS, à ce qu'on zigouille tous les généticiens. Ils sont tous morts au goulag, parce que la génétique a été considérée comme bourgeoise réactionnaire, puisqu'elle proposait l'existence de différences innées entre les individus. Donc les débuts de la génétique ont été horriblement politisés et catastrophiques des deux côtés. Bon. Du coup, il faut bien se rendre compte que c'est là-dedans qu'on navigue avec des problèmes idéologiques, des problèmes scientifiques qui sont mélangés. C'est pour ça que quand on me dit ben voilà, aujourd'hui, chez l'homme, ça y est, on est débarrassé de la sélection naturelle. Mais non, je suis désolé, on n'est pas débarrassé. Simplement, ce n'est pas la même sélection. On a changé les règles du jeu. Bien sûr que certaines mutations, peuvent être corrigées et que du coup, maintenant, on va pouvoir survivre bien qu'on ait un bassin trop étroit, enfin, pour une femme, ou bien qu'on ait un gène de galactosémie, par exemple. La galactosémie, c'est un gène qui, dans le temps, tuait les enfants parce qu'ils ne pouvaient pas digérer le sucre du lait. Maintenant, on sait donner autre chose que du lait aux enfants et ils survivent très bien. N'empêche qu'il reste encore plein de maladies génétiques qu'on ne sait pas guérir et pour lesquelles il y a toujours de la sélection. Et puis, alors ça, c'est ce que je disais déjà hier soir ici, quand on me demande un exemple de truc qui pourrait être sélectionné aujourd'hui dans notre société, eh bien, moi, je peux vous donner un exemple. Aujourd'hui, grâce à la contraception et à la procréation médicalement assistée, il y a une déconnexion entre le désir sexuel, l'acte sexuel et puis le fait de faire des enfants. Ce qui est sélectionné, c'est plus le désir sexuel, c'est pas ça qui fait qu'on fait beaucoup d'enfants ou pas, c'est le désir d'enfant. Si jamais il y a moyen, en changeant un peu nos cocktails hormonaux, de faire des gens qui ont plus envie d'enfants que d'autres, et ben ça, c'est super sélectionné dans notre société. Donc, on a changé les règles du jeu. C'est vrai que c'est plus les mêmes choses qui sont sélectionnées, mais il y a toujours des trucs qui sont sélectionnés. Donc, c'est ça que
qu'il faut bien comprendre. Il y a la sélection, de toute façon, si tous les individus ne sont pas semblables et qu'il y a des différences génétiques qui peuvent influencer des différences comportementales, il y aura toujours de la sélection dessus. On n'y peut rien, même si c'est désagréable. Et après, évidemment, on peut toujours dire que tout est dans tout et réciproquement et que du coup, ben voilà, il n'y a pas de raison de hiérarchiser les choses. Moi, je veux bien. Seulement, quand j'étudie, moi, la façon dont évoluent les formes vivantes, je constate que si je veux comprendre ce qui se passe, je dois comprendre à qui profitent les effets de ce qui se passe. Si jamais j'essaye de comprendre le comportement d'une fourmi, je ne peux pas me demander qu'est-ce qui est bien pour la fourmi. Parce que la fourmi, de toute façon, elle va mourir. Mais pour un humain, c'est la même chose. La seule chose qui sera transmise dans le temps, la seule chose qui sera sélectionnée, c'est les informations génétiques et éventuellement épigénétiques qu'elle aura transmises. Donc c'est bien ça qui va être le résultat de la sélection. Même s'il y a plein de rouages hormonaux, machin, bazar, etc., ce qui, in fine, va être filtré par la sélection naturelle, c'est la reproduction des gènes. Donc bien sûr que tout ça interagit et que les gènes interagissent avec tout un système biologique compliqué, mais tout compte fait, la sanction finale, ça sera quels sont les gènes qui se reproduisent le plus et quels sont les gènes qui sont éliminés parce qu'ils se reproduisent moins. Et ça, on n'y peut rien. Il y a peut-être plein de rouages, mais celui-là, c'est celui qui se transmet à la génération d'après. Et du coup, c'est celui qui va être le vrai critère. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas pourquoi, par exemple, nos gènes nous programment pour être mortels. Ils auraient dû nous faire immortels, ces cons-là, quand même. Ça aurait été vachement mieux. On les aurait mieux reproduits, mais pas du tout, hein. Pour comprendre le fait que certains organismes d'ailleurs meurent très jeunes et que d'autres meurent plus vieux, etc. Maintenant, on a des tas de modèles qui marchent super bien, à condition de considérer que notre corps est ce qu'on appelait un soma jetable. Vous voyez, vous utilisez, je parie que la plupart d'entre vous utilisent des stylos jetables. Qui est-ce qui utilise encore les vieux stylos à encre dont on change les plumes et tout? C'est terminé, ça. On jette quand ça marche plus. C'est ça le plus efficace. Et ben, les gènes, ils ont fait pareil avec nous. Ils ont fabriqué des machins qui crachent bien pendant un moment, puis qui après meurent. Et c'est ça qui va être le plus efficace pour leur reproduction. C'est un peu triste pour nous, mais c'est comme ça. Voilà, donc je veux bien qu'on complexifie les choses et qu'on rajoute effectivement alors ce qu'on appelait de l'ADN égoïste, hein, les transposons, donc des formes d'informations génétiques qui se reproduisent pour elles-mêmes et même pas en fabriquant un organisme, mais en parasitant les organismes des autres. Il y a plein de choses intéressantes à dire là-dessus, mais je voudrais quand même l'idée du gène égoïste, l'idée forte, c'est que ce qui sera transmis dans le futur, c'est exclusivement l'information génétique. Les organismes vont tous disparaître et tout ce qui restera d'eux, c'est l'information qu'ils auront transmise. Voilà. Merci. Gérard Klein. Un petit peu en complément et dans la foulée de ce que vient de dire notre ami Gouillon, je voudrais quand même dire que l'épigénétique sérieuse, c'est aussi rigoureux que la génétique et c'est aussi contraignant. Ça ne donne aucune espèce de liberté sociale. Donc je ne vois pas pourquoi ça serait plutôt de gauche que... Certes. Ce qui est intéressant peut-être, c'est finalement les représentations qui peuvent être associées, c'est qu'effectivement, la représentation mécaniste qui va être, disons, la simplification de l'idée du génétique et l'idée qu'on est intégralement programmé de l'intérieur, va donner lieu à des représentations qui vont être des représentations en termes de contraintes, l'idée qu'on est sorte de robot en quelque sorte. Ouais. Alors que l'épigénétique donne le sentiment qu'une intervention extérieure est possible et donc que par rétroaction, il est envisageable que nous manipulions notre propre réalité, d'où certaines aspirations, je ne sais pas si on aura le temps d'aller jusque-là, mais d'aspirations transhumanistes, des choses comme ça. C'est-à-dire avec l'idée qu'on puisse créer, programmer. Mais la science-fiction n'est pas en reste, et peut-être Philippe Aubert aurait des choses à dire là-dessus tout à l'heure. Voilà, l'idée qu'il puisse y avoir une intervention extérieure. Mais bon, Alors, ce que je voulais rappeler aussi, c'est qu'il y a très très longtemps, au siècle dernier, en 1967, j'ai publié une nouvelle qui s'appelait « Les virus ne parlent pas » et où j'imagine très simplement que toute l'évolution a été lancée par une toute petite intelligence collective, plutôt par une intelligence collective de tout petits êtres, simplement pour se fabriquer des instruments, comme nous faisons, pour observer le vaste cosmos. Alors, nos yeux sont le télescope, nos oreilles permettent d'étudier les vibrations sonores, enfin, etc. J'ai même... je n'ai pas osé, quand j'ai écrit cette nouvelle, parler de la possibilité de transmission de gènes d'une espèce à une autre, d'un individu à un autre. J'y ai pensé, mais je n'ai pas osé le faire. Je me suis dit, là, tu vas trop loin, tout le monde. Et quelques biologistes que j'ai rencontrés après, quelques généticiens qui ont eu cette nouvelle, ont dit, quel dommage, en effet. Alors, il y a une photo qui vous a peut-être intrigué, c'est celle de la souris sur la tête du chat. Et ça, c'est très intéressant pour notre sujet,
Parce que si cette souris est sur la tête du chat, c'est pas uniquement pour que la photo circule sur Internet, c'est probablement parce qu'il a été victime d'un parasite. Il y a un parasite qui fait que l'aversion naturelle des souris pour les chats disparaisse. Pourquoi ce parasite fait ça? Parce qu'il a besoin pour se reproduire d'être avalé par un chat. Et c'est dans, enfin je ne connais pas les détails, mais enfin, en gros c'est dans le système digestif du chat que sa reproduction se produit. Ensuite il passe dans les fesses et puis il essaye de contaminer des souris et le cercle se reproduit. Donc là il y a une interaction entre parasites et deux espèces qui est, c'est pas un cas particulier, il y en a bien d'autres, qui me semble très intéressante pour notre histoire. Oui, non, c'est juste pour dire que le parasite en question, c'est la toxoplasmose que toutes les femmes enceintes connaissent bien, malheureusement, puisqu'il faut se faire tester. Voilà. Et effectivement, il y a d'autres exemples. Et dans les images qui circulaient, je crois qu'il y avait aussi l'idée de la fourmi, justement. On a beaucoup parlé de fourmi, mais de la fourmi qui peut être parasitée. Oui, il y a des fourmis qui sont parasitées par un parasite qui a besoin de passer dans un mouton. Et donc, quand la fourmi est infestée par ce parasite, le génome du parasite émet des substances qui agissent sur le cerveau de la fourmi. Et au lieu d'aller sur le sol, elle se fout tout en haut des herbes. Et elle reste là à attendre de se faire manger par un mouton. Il y a aussi d'autres trucs qui sont dans un insecte et qui ont besoin de passer par un poisson. Et vous avez des insectes qui stupiquement se jettent à l'eau et puis se mettent à s'agiter à la surface de l'eau jusqu'à ce qu'un poisson les mange. Enfin bref, la manipulation des comportements animaux par des parasites est effectivement quelque chose de très courant. Et justement, donc ça nous ramène à une question qui a déjà été un peu évoquée, c'est la question du libre arbitre, finalement. C'est-à-dire que dans la peur, une des peurs associées à la représentation du gène égoïste est l'idée qu'on soit en quelque sorte simplement les machines de nos gènes, une espèce de Goldorak géant qui transporte le petit Actarus génomique. Eh bien, dans cette représentation-là, il y a justement cette perte de libre arbitre, l'idée qu'il y a un déplacement du libre arbitre. Et il me semble que la science-fiction, de diverses manières, a exploré ces questions, que ce soit effectivement la métakine, que ce soit les individus qui sont créés dans le jeu du démiurge par justement le démiurge. Je ne sais pas si vous voulez développer cette idée du libre arbitre en lien avec vos propres représentations. Alors, effectivement, dans les représentations du moteur génétique dans l'évolution, on peut avoir cette impression d'être complètement manipulé par un mécanisme ou par un processus sur lequel on n'a aucune prise. Et finalement, mais il y a quand même cette notion de finalité aussi dans cette idée de gène. Le gène, il veut se perpétuer. Il y a quand même une espèce de projection de quelque chose. Alors appelons pas ça volonté, mais appelons ça projet ou je ne sais quoi. Mais ça, oui. Mais en ce qui concerne l'être humain, être pensant qui aime bien quand même trouver du sens à son existence, c'est assez difficile à avaler certaines conceptions de la biologie conçues comme grand mécanisme. Moi, je me suis pas trop penché sur le thème de la biologie, mais plutôt sur, enfin, c'est une annexe, si l'on veut bien, mais dans le domaine des neurosciences. Les neurosciences ont quelque chose si on lit certains auteurs de neurosciences comme Pierre Changeux ou des gens comme ça, on a quand même une notion où le libre arbitre n'a pas plus beaucoup de place dans le comportement. Et en tant qu'auteur de science-fiction, en tant que finalement à la recherche d'un certain sens de l'existence à travers des personnages, à travers des intrigues, il y a aussi par l'imagination, par la créativité, oui, peut-être la projection aussi de certaines perspectives scientifiques ou leur interprétation qui vaut ce qu'elle vaut. Il y a la recherche d'autres niveaux d'explication, d'autres dimensions, d'autres niveaux d'organisation qui pourraient peut-être réintroduire une notion de libre arbitre ou qui pourrait peut-être nous positionner par rapport à certaines positions peut-être un peu arrêtées ou simplement poser des questions. Est-ce que c'est vraiment comme ça? Est-ce qu'on est vraiment des rouages? Ou est-ce qu'on pourrait imaginer qu'on soit autre chose que des rouages? Et là, il y a une position qui est parfois plus philosophique que scientifique, mais qui est de se dire, on est un sujet, on a une certaine existence, on a un certain sens de la vie,
Et on voudrait simplement s'inscrire dans toute cette vaste machinerie, peut-être comme acteur, peut-être secondaire, mais acteur quand même, qu'on ait quelque chose à dire. Et le propre de la science-fiction, enfin pas tous les auteurs de science-fiction partagent ce point de vue, mais en tout cas c'est celui que j'ai essayé d'avoir dans mon livre, c'est de chercher ces dimensions qui pourraient échapper à un ordre trop bien défini. La science-fiction aime bien toujours dépasser les limites. Et en matière d'expression de ce qu'est l'être humain dans un univers qui devient de plus en plus explicable par la science ou autre, ne pas être simplement ce petit grain de rien du tout, mais peut-être y prendre une position, y prendre un peu de sens. Et le propre peut-être de l'artiste ou de l'écrivain, c'est de réintroduire un peu de sens dans cette vaste machinerie sans âme. Sylvain Chambon, vous voulez... Oui, je voulais juste dire qu'au sujet du libre arbitre et de qu'est-ce que fait ce libre arbitre-là, est-ce qu'il existe vraiment, il y a un écrivain canadien qui s'appelle Peter Watts qui a écrit un bouquin qui s'appelle Vision aveugle, dont la thèse globalement, alors je suis désolé, je vous dévoile un peu le poteau rose, mais c'est que la thèse au final est que le libre arbitre et la conscience de soi est une espèce d'aberration créée par l'évolution et dont nous sommes globalement destinés à nous débarrasser au bout d'un moment, parce que c'est franchement pas efficace ce truc. Philippe Aubert, vous vouliez... Oui, donc la question que vous posiez, c'était comment les questions de libre arbitre et autres étaient abordées dans nos œuvres. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'en vous écoutant, je réfléchis un peu sur le roman que j'ai écrit. Il n'est pas question directement de libre arbitre ou autre dans le jeu du démiurge. Ce ne sont pas des questions qui me préoccupaient. Mais je vois que, veut pas, en écrivant une histoire, en imaginant un récit, il y a certaines idées préconçues qu'on puise dans les sciences, dans notre culture, qui finissent par passer, ou des fois qui sont des outils très commodes. Dans le jeu du démiurge, il y a une race de post-humains, un peu simiesques, qu'on appelle les Micailles, qui sont des êtres qui ne ressemblent pas à des singes, mais un peu à des êtres humains plus primitifs, un peu comme Homo habilis ou Homo erectus. Et ces êtres, justement, sont très intelligents grâce aux nanopus que le démiurge leur greffe. Mais ces nanopus sont temporaires, elles s'effritent après un an, c'est un moyen de contrôle. Les Micailles retombent dans une certaine sauvagerie, toute simiesque, dont ils ont très honte et ils ont très peur. Donc, c'est un outil de contrôle. Il y a, je vois que derrière cette vision-là, il y a une certaine idée, justement, de trait inné, hein, la sauvagerie des Micailles, justement, dont la machine, justement, les extrait, puisqu'on leur confère une certaine intelligence grâce à la machine et autres. Donc, moi, les questions de libre arbitre, tout ça, n'étaient pas abordées directement dans le roman, mais je suis conscient que je réalise aussi qu'il y a certaines idées du genre qui passent dedans. Cependant, il ne faut pas considérer ce roman-là comme une réflexion sur le libre arbitre ou autre. Je peux laisser ça au lecteur. Pierre-Henri Gouillon. Oui, je voulais répondre sur 3 points. Effectivement, moi, je pense qu'il y a une notion qu'il faut absolument qu'on introduise ici, c'est la notion d'émergence. Un système complexe, donc un système comme notre corps, notre cerveau, c'est des systèmes complexes en ce sens qu'il y a un grand nombre d'ailleurs d'entités qui interagissent et qui interagissent de façon inégale, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas tous semblables. Et donc, les systèmes complexes produisent des émergences, c'est-à-dire des propriétés qui sont contenues dans l'ensemble, mais qui n'étaient pas contenues dans les éléments de départ. Et ça, je pense que c'est vraiment essentiel parce que moi, je suis parfaitement mécaniste en tant que biologiste de base, si vous voulez. Mais après, quand je réfléchis au libre arbitre ou à l'amour ou à la souffrance, évidemment, il s'agit d'émergences qui ne sont plus contenues directement dans les éléments de départ. Et d'ailleurs, en plus, quand on y réfléchit bien, la liberté, c'est un élément de l'environnement. Si jamais on vous dit que vous êtes libre et que vous êtes responsable de vos actes, vous n'êtes pas dans le même environnement que si on vous dit que vous devez obéir aux ordres. Et du coup, les émergences qui en naissent de l'interaction entre votre constitution biologique et puis votre environnement social vont être différentes selon justement cet environnement social qui vous dit que vous êtes libre et que vous êtes responsable ou pas. Donc il faut bien voir que le libre arbitre n'est absolument pas incompatible avec l'idée qu'on est... Parce que même si jamais vous voulez avoir du libre arbitre, moi aussi je veux en avoir.
Mais simplement, la question, c'est que de toute façon, je suis constitué par mes cellules, ça, j'y peux rien, et qu'il n'y a rien d'autre dans moi. Enfin, en tant que scientifique, je n'admets pas qu'il y ait autre chose dans moi, et que je ne crois pas qu'on puisse régler le problème du libre arbitre en inventant une espèce d'homoncule qui serait quelque part à l'extérieur de mes cellules. Donc, de toute façon, on obéit nécessairement au fonctionnement mécanique de nos cellules, mais ce fonctionnement mécanique, grâce à la complexité de notre organisme, permet l'émergence du libre arbitre. Et je trouve qu'il ne faut pas opposer les deux, mais au contraire montrer à quel point la science moderne doit prendre en compte la complexité pour mettre en avant les émergences et montrer qu'effectivement, on ne peut pas se contenter de regarder les briques pour comprendre l'édifice dans son ensemble. Voilà, ça me semble très important. Je pense que, alors si, sur les histoires de comportement, il y a un livre que je vous conseille qui a été écrit par un Québécois d'ailleurs, qui est maintenant doyen de l'UQAM, mais qui est au départ un spécialiste du comportement animal, qui s'appelle Dans l'œil du pigeon, et qui traite de ces questions, et qui finit d'ailleurs sur l'idée, contrairement à ce qui a été proposé tout à l'heure, que le fonctionnement de la sélection sur les gènes qui amenait les individus, donc qui amenait les gènes à fabriquer des individus, enfin à fabriquer, je ne devrais pas dire fabriquer, à induire l'existence d'individus de plus en plus aptes à les reproduire, a fini par amener les gènes à mettre en place des structures mentales tellement puissantes que l'adaptation des individus est devenue encore plus puissante qu'avant grâce à la culture, et que du coup, en fait, les gènes ont d'une certaine façon lâché prise, et que la maximisation de leur reproduction passe maintenant dans une espèce comme la nôtre par notre capacité d'adaptation culturelle qui est bien supérieure à notre capacité d'adaptation biologique. Donc je ne suis pas sûr que ça doive être abandonné, comme tu disais tout à l'heure, mais au contraire, on peut le voir comme une espèce de plus dans le système de l'adaptation. Et dernier point que je voulais vous proposer comme idée en liaison avec la science-fiction et avec ces grands thèmes, c'est l'idée que je pense qu'on a tous le sentiment d'être plus ou moins guidés par nos gènes. Je l'ai déjà dit, je pense que c'est très clair dans le Zarathustra de Nietzsche quand il dit qu'il y a des systèmes de souffrance et de plaisir qui nous guident sur ce qu'on va faire et qu'on sent bien que ça vient de l'intérieur et que c'est pas réfléchi, c'est pas parce que j'ai envie d'avoir mal quand je me fais mal que j'ai mal, mais parce que c'est comme ça que ça marche. C'est pas parce que j'ai envie d'avoir du plaisir que j'ai du plaisir. Il faut que je fasse les choses que je dois faire pour avoir du plaisir. Donc il y a quelque chose qui nous guide avec ces histoires de plaisir et de souffrance. Donc l'idée qu'on est guidé par un truc et que ça nous déplaît, au fond, est peut-être assez grande. Tout compte fait, l'idée d'être nous-mêmes les créatures de quelque chose qui a une espèce de visée sur ce qu'on doit faire, je pense qu'elle est assez intuitive et que peut-être c'est pour ça que le mythe de Frankenstein a tellement de succès. C'est que l'idée de pouvoir se rebeller contre son créateur, c'est un vieux rêve qu'on aurait nous-mêmes vis-à-vis de ce dont nous nous sentons bien au fond de nous-mêmes, qu'il nous a fabriqué pour se reproduire, le gène. Pauvre monstre de Frankenstein qui justement n'a pas... Tout son problème, c'est qu'il ne peut pas se reproduire. Il voudrait une partenaire. Alors, je propose de passer aux questions du public, sauf si Gérard Klein veut faire une précision. Un petit mot. Oui, je veux dire que l'évolution, qu'il ne faut pas passer sous la table, en fait, c'est une succession d'émergences. Je reprends tout à fait le terme de Gouillon. C'est une succession d'émergences. Et il faut bien voir que la sélection, elle s'opère au travers des phénotypes. Les phénotypes, c'est-à-dire des individus. Bon, les phénotypes portent le génotype, mais la sélection est l'extraordinaire accélération, je ne sais pas si le terme est convenable, mais de l'évolution que nous avons observée, est liée justement à cette élimination des phénotypes qui étaient considérés, à tort ou à raison, comme impropres à la survie. C'est l'effet Barbie, là, l'étroitesse du bassin féminin. Bon, je propose de passer aux questions du public. Bonjour. Je voudrais avoir votre éclairage sur deux choses. Une première peut-être qui était sur l'influence des gènes. C'est peut-être la tarte à la crème, mais c'est sur les jumeaux homozygotes séparés à la naissance et que parfois on retrouve, on dit voilà, à l'âge de 30 ans, ils ont fait plus ou moins la même carrière, mais du coup sans s'être jamais connus. Ils ont épousé une femme qui a le même nom, qui se ressemble, etc. Donc, est-ce que c'est la tarte à la crème des médias ou est-ce que c'est une réalité? Et la deuxième chose sur laquelle je voulais avoir votre éclairage, c'était sur... vous avez parlé du fait qu'on soit mortel et que c'était comme les stylos jetables, c'était un avantage. Mais j'avais vu également, ou lu, je ne sais plus, que c'était la mortalité était également un moyen de lutter contre l'inceste, du coup, d'un point de vue évolutionniste. Le fait que les adultes meurent au bout d'un moment, ça empêche qu'ils se reproduisent avec leurs enfants ou leur descendance, ou de lutter contre, enfin, de diminuer les risques de consanguinité. Donc, je voulais également avoir votre éclairage là-dessus. Enfin, ouais. Bon, sur le dernier point,
comme il y a les frères et sœurs, ils peuvent aussi bien faire qu'avec les parents et les descendants. Donc je vois pas en quoi ça marche. Enfin, je pense pas qu'un modèle qui supposerait que les individus meurent pour éviter l'inceste, il faudrait aussi qu'il évite de faire des enfants de sexe différent, sinon ça marche pas. Et donc franchement, pour le moment, j'ai pas vu ce genre d'hypothèse très très fort. Voilà. Sinon, pour les jumeaux monozygotes, vous voulez dire, effectivement, les études sur les jumeaux. Alors le problème, c'est qu'elles ont été pourries par le fait qu'il y a un scientifique anglais qui s'appelait Burt qui a eu toutes les données sur les jumeaux et qui les a entièrement falsifiées. Pas au sens de Popper, mais vraiment dans le sens classique, c'est-à-dire qu'il a inventé des chiffres pour démontrer que tout était génétique. Et donc ça a pas mal pourri ce genre d'expérience. Mais effectivement, ce qu'on sait, c'est que si on compare des jumeaux monozygotes, des jumeaux pas monozygotes, c'est-à-dire des frères qui sont des frères simplement nés en même temps, et puis des frères et sœurs pas jumeaux, on trouve qu'il y a certains points sur lesquels les jumeaux monozygotes se ressemblent particulièrement, effectivement. Donc il y a manifestement des trucs que le fait d'avoir les mêmes gènes, sauf qu'il y a quand même un truc en plus, c'est qu'ils ont partagé un même placenta, donc on ne sait pas si jamais il y a aussi des effets comme ça, on n'en sait rien. Et puis il y a aussi des choses sur lesquelles parfois ils se différencient plus que la moyenne. Et pour des raisons évidentes, c'est qu'ils en ont marre qu'on les confonde et que donc ils vont se mettre à choisir des choses absolument opposées de manière à ce qu'on les repère. Donc voilà, la situation est plus complexe que ça. C'est vrai qu'il y a quelques histoires qui sont racontées qui sont particulièrement frappantes sur le fait que des jumeaux monozygotes se sont bien fait indépendamment des choses très différentes. Mais il y a aussi des tas de cas où des jumeaux monozygotes ont fait tout à fait spontanément des choses différentes, ont choisi des orientations sexuelles différentes, etc. etc. Donc c'est pas un phénomène absolu. Voilà. Juste sur la mortalité, un petit point intéressant, c'est que quand une cellule dans un corps vivant perd sa capacité à mourir, on appelle ça un cancer. Donc c'est pas neutre quand même. Bah attention, on a des cellules immortelles dans notre corps, vous en avez tous heureusement. Sinon vous ne pourriez pas faire d'enfants. Je voudrais que vous soyez bien conscient du fait que vos cellules germinales, les ovules ou les spermatozoïdes, sont des cellules qui sont destinées, si vous y réfléchissez bien, toutes vos cellules de votre corps viennent de l'œuf constitué à partir de l'ovule de votre mère, qui lui-même vient du corps de votre mère, qui était fabriqué à partir de l'ovule de votre grand-mère maternelle, puis vous remontez à votre arrière-grand-mère, et si vous continuez comme ça, vous arrivez jusqu'à l'origine de la vie. Il y a une continuité cellulaire absolue, ça ne peut pas s'arrêter ce truc-là, on ne refabrique jamais une cellule à partir de rien dans l'histoire. Donc, nos cellules proviennent d'une lignée cellulaire immortelle, qui est la lignée germinale des êtres vivants en général, et donc des mammifères pour nous en particulier. Donc en réalité, notre corps, le soma, est mortel, mais la lignée germinale, elle ne l'est pas. Faut vraiment. Alors, une autre question ? Oui, bonjour. J'avais une question. Jusqu'à présent, la vision, entre guillemets, qu'on avait de nos gènes propres en tant qu'individu, c'était ce à quoi on ressemblait ou ce qu'on ressentait un petit peu. Depuis très peu de temps, 2-3 ans, on a accès, avec des prix vraiment abordables d'une centaine d'euros, à pas des séquençages complets de nos ADN, mais des génotypages qui nous donnent des informations très très précises sur nos gènes personnels. Et donc je voulais avoir votre avis sur qu'est-ce que vous pensez que ça puisse avoir comme impact sur justement notre libre arbitre, qui pourrait prendre le dessus sur nos gènes en sachant exactement comment on est conçu. Je ne vais pas répondre exactement au niveau génétique, mais il y a 2 pays au moins où le fait de connaître à l'avance le sexe de l'enfant a des effets démographiques catastrophiques. Sont l'Inde et la Chine, où pour des raisons culturelles et économiques, on a tendance à ne pas vouloir avoir de filles. Et on peut imaginer que des processus aussi catastrophiques du même genre se résulteront enfin de cette connaissance du génome. Non, heureusement, pour le moment, on n'est pas encore capable de prédire grand-chose en lisant les génomes, mais je déteste résoudre les problèmes éthiques en espérant que notre incapacité se maintiendra. Je crains qu'effectivement, grâce à des recherches bien conduites, on devienne de plus en plus capable de prédire des trucs, même si on ne comprend pas d'ailleurs. On est capable de prédire sans comprendre. Vous donnez à des ordinateurs des génomes et puis des phénotypes, c'est-à-dire toutes les caractéristiques de l'individu, et à force, le génome, vous lui mettez un bon algorithme génétique et il va vous fabriquer des trucs qui lui permettent de prédire à partir du génome des choses en probabilité sur les individus. Et le résultat, si vous ne savez pas ce que ça peut donner, je vous conseille d'aller voir un film qui s'appelle Bienvenue à Gattaca. Vous pouvez le louer, il est facile à trouver et il décrit extrêmement bien le monde qui inéluctablement sortira de ce type de choses.
à moins que les humains tout d'un coup soient frappés par un éclair de raison que je ne vois pas encore surgir. Alors nous allons nous arrêter ici. Je saisis simplement l'occasion de ce dernier exemple donné pour rappeler que finalement la plus grande limite à notre libre arbitre, c'est peut-être pas de l'intérieur qu'elle vient, mais souvent d'un environnement